Les amitiés ne se font pas toutes seules. Il faut les faire advenir. Et c'est tout un art. On devrait d'ailleurs rendre l'enseignement de cette compétence obligatoire. On voit que le sentiment de bonheur et de bien-être diminue à mesure qu'on participe moins à la vie associative. Les animaux isolés, qui ont des liens sociaux fragiles et peu de contacts, sont aussi ceux qui ont le plus de risques de ne pas survivre. Les personnes les plus heureuses sont celles qui ont leur figure d'attachement à proximité, qui la côtoient régulièrement et peuvent la caresser ou la toucher. Certains comparent l'amitié avec l'effet produit par une pierre qu'on lance dans l'eau. Elle crée des cercles concentriques. Tout à l'extérieur, ce sont les vagues connaissances. Et au cœur du premier rond, ce sont les amis les plus proches. On les compte sur les doigts de la main, parfois même sur un seul. Oui, sans eux, la vie serait insupportable. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi une belle amitié me rend-elle heureuse? Et comment se fait-on des amis quand on n'en a pas? Je vais rencontrer 3 personnes pour qui l'amitié compte énormément, mais d'une façon très différente. D'abord, 2 meilleures amies, Raquel et Kimia. Elles se connaissent depuis leur plus tendre enfance et ont suivi toute leur scolarité ensemble. Maternelle, primaire, lycée et jusqu'à leur premier appartement. Puis, cette belle amitié a failli être brisée. Robin Draganic est musicien de jazz. Il a vécu dans de nombreux pays, s'est fait beaucoup d'amis et en a perdu tout autant. À Berlin, il organise des jams hebdomadaires. Dans ce rôle d'animateur, cet humaniste est à l'origine de solides réseaux de camaraderie. Comment évoluent les amitiés aux différents âges de la vie? Moi, j'adore le pesto. Et on pourrait prendre un peu de pain. Pesto citron vernois, ça doit être trop bon. On en prend? Oui. Allez, on y va? On en a eu pour combien? Environ 35 €. Comment se faire des amis? En donnant. Que ce soit un sourire ou n'importe quoi. Je passe un coup de téléphone, je me manifeste et prends des nouvelles. Je donne et je recommence, même si je ne reçois rien en retour. Je ne renonce pas tout de suite si l'échange n'a pas eu lieu, comme je le fais dans d'autres domaines. Ce n'est pas du donnant-donnant comme en économie, c'est une anti-économie. Je ne suis pas d'accord. Les relations humaines se déroulent comme sur un marché. On investit dans l'amitié. Ici, la prestation attendue n'est pas matérielle, mais on mise sur un soutien dans le domaine émotionnel. Et si on n'a pas de retour sur investissement, c'est peut-être qu'il n'en valait pas la peine. As far as I can see, this is heaven. Il y a une dynamique dans votre amitié? Il y a une répartition des rôles? L'une d'entre vous est plus maternelle? Oui, c'est clairement Kimia. Mon rôle, c'est plutôt du côté de l'écrit. Par exemple, je relis tes textes. Une fois, j'ai écrit une dissertation pour toi, ce genre de choses. Mais pour ce qui est de prendre soin de l'autre, de faire attention et tout, c'est clairement toi. Ça a évolué ou ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça, mais c'est dû à l'âge, je pense. Je suis un peu plus âgée que Raquel, et quand on était plus jeune, la différence n'était pas anodine. Ça joue beaucoup. Oui, et on a gardé cette habitude, en fait. Vous êtes pareil quand vous êtes ensemble et quand vous êtes avec d'autres personnes? Complètement différente. C'est vrai? Concrètement, ça donne quoi? Dites-moi tout. Par exemple, on a un humour particulier. Avec Kimia, je ris de choses que je n'oserais pas trouver drôles avec d'autres personnes. On peut se parler sans filtre. On est vraiment dans notre petit espace protégé. Oui, on se comprend tout de suite. Et on aime bien se moquer l'une de l'autre. C'est vrai.
Parce que c'est fait avec amour. Oui, exactement. Et on se connaît tellement bien qu'on sait très bien rire de nos travers. Et quand on s'entend aussi bien comme vous, est-ce qu'il y a de la place pour de nouveaux amis? Je dirais que oui. En tout cas, l'an dernier, avec Kimia, on a rencontré pas mal de gens qui sont devenus des proches. Et maintenant, on a un cercle d'amis communs. Avant, on avait chacune un peu nos potes, c'était cloisonné. Et maintenant, on a un groupe de copains avec lesquels on passe beaucoup de temps toutes les deux. Vous avez l'impression que plus on vieillit, plus on a du mal à se faire des amis? Je crois que ce n'est plus comme pendant les études, où on est entouré de beaucoup de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. C'est sans doute pour ça qu'on noue souvent de grandes amitiés à cet âge, parce qu'on est dans une voie qu'on a choisie. Ensuite, dans la vie active, je trouve que c'est plus compliqué. Le travail réunit des gens qui se retrouvent tout d'un coup ensemble à un endroit précis pour des raisons très différentes. La période établie durant laquelle on se fait des amis, c'est l'adolescence. Pourquoi ? Parce qu'on sort dans le monde. On ne passe pas son temps au travail et au sein d'un petit groupe toujours identique. On est dans une phase où il y a énormément de brassage, de mobilité sociale. Et on a aussi beaucoup de temps. On trouve des amis là où on est. Il suffit d'aller là où il y a des choses qui nous intéressent, où on a envie d'être et d'ouvrir les yeux. Que ce soit au travail, dans un club de sport ou encore à l'université. Les études, c'est un laboratoire de relations. Et mon collègue, Mitya Bach, avait mené une étude intéressante à ce sujet à l'université de Leipzig. Il avait montré que des étudiants qui se retrouvaient par hasard côte à côte sur les bancs de l'amphi au premier semestre avaient de grandes chances de devenir amis. Donc la proximité physique crée des occasions de rencontre. On ne se trouve jamais quelque part par hasard. L'endroit où on est, celui-là même où on va avoir la possibilité de se faire des amis, est toujours une expression de notre personnalité. Bonsoir et bienvenue à Berlin pour la jam session du B-Flat. Voici un lieu propice aux nouvelles rencontres. Le B-Flat, un club de jazz de Berlin. Robin y anime chaque mercredi soir une jam ouverte aux jazzmen du monde entier. Ici, de parfaits inconnus deviennent des amis. Robin a de multiples casquettes. Il est à la fois chef d'orchestre, metteur en scène, médiateur, animateur, thérapeute et démêleur de problèmes. C'est une sorte d'entremetteur en amitié, un rassembleur, qui encourage les gens à aller les uns vers les autres. Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans une jam pour qu'elle fonctionne, comme on peut le voir en amitié ou dans la communication en général? Oui, bien sûr. L'écoute, c'est sans doute la règle d'or. C'est ce qui va permettre aux musiciens de réagir à ce que font les autres, de laisser la place à chacun, de se répondre, d'être patient. Et tout ça s'applique aux relations en général. Pour moi, l'ouverture est une caractéristique de l'amitié. Et on la retrouve ici sur scène entre les musiciens. Très souvent, et même presque toujours, les gens qui viennent ici sont bienveillants. Ils arrivent avec les yeux et les oreilles ouverts. Ils ont envie de vivre cette expérience comme en écho à ce qui est possible entre humains dans ce monde. Aujourd'hui, quand je rencontre des gens en ville, ils sont plutôt fermés, inquiets ou agressifs. Et je crois que c'est une tendance qui s'accentue. Et quand on arrive ici, on se dit « Ah, en fait, ce genre de choses reste possible. On peut encore s'ouvrir, écouter l'histoire des autres. Et à notre époque, chaque petite goutte compte. On est peut-être encore assez nombreux à rester ouverts et optimistes. Tu te souviens quand tu étais petite et que tout à coup ton meilleur ami ou ta meilleure amie se rapprochait de quelqu'un d'autre. Ça faisait un choc, non? Moi, je suis au comble de la joie quand je vois quelqu'un qui m'est cher se lier avec une autre personne. Je les encourage du fond du cœur. Et ça se produit pendant les jams. C'est une façon de démultiplier le nombre de gens qui s'entendent bien, qui s'ouvrent et qui osent montrer leur joie et leur plaisir. C'est exponentiel. Après cette soirée avec Robin au club de jazz, je regrette un peu de n'avoir pas été plus assidue à mes cours de piano.
Bref, heureusement, je peux aussi me faire des amis dans des lieux qui ne nécessitent pas de génie musical. Par exemple, au bowling. Ou alors à l'escalade. Voire au club de rugby. Imaginons que j'y rencontre une personne très sympathique, qui m'apprécie également. Comment cette cordialité se transformera-t-elle en amitié? Et quelles sont les compétences qui font de moi une bonne amie? Si on se dit que ce qui compte le plus dans la vie est d'être heureux, on va avoir tendance à voir toutes les bonnes choses, comme l'amitié, à travers le prisme de son propre bonheur individuel. Imaginez, un ami vous demande de l'aide, et là vous vous demandez « En quoi ça va me rendre heureux ?» Ça veut dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'une bonne amitié. On reconnaît un bon ami au fait qu'il est présent, qu'il marche à mes côtés quand j'ai besoin d'un appui, devant moi quand je ne peux pas me défendre, et derrière moi quand il me faut du soutien. L'amitié, c'est un monde à part qui se fonde sur un contrat qui lui est propre. Cette base, c'est la bonne volonté. Rien ne m'oblige à être l'ami de quelqu'un, alors que je ne choisis pas d'être père, fils, gendre, etc. Il y a une différence qualitative dans la relation au meilleur ami, qui a quelque chose d'inconditionnel. Certaines amitiés ne vont exister que dans l'équilibre entre le donner et le recevoir, dans la réciprocité de l'échange. Mais avec les amis proches, il est possible de passer outre cette obligation. Et dans ce cas, le lien est proche des relations familiales. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre amitié? Pour moi, c'est surtout le côté très familier de notre relation et le fait qu'on se connaît depuis toujours. C'est pas une amitié qui résulte d'un choix actif, comme c'est sans doute le cas en général plus tard dans la vie. Mais en même temps, il y a d'autres personnes de ce cercle d'amis d'enfance avec lesquelles on n'est plus aussi étroitement liés. Et l'autre spécificité, je crois, c'est que je sais qu'elle est de mon côté à 100%. Je peux aller la voir pour lui demander son avis sur des questions qui me mettent mal à l'aise. Ou à l'inverse, sur des réactions que j'ai qui me paraissent plutôt bonnes. Et je peux être certaine qu'elle sera toujours honnête avec moi. Parfois c'est super dur, mais je sais que quoi qu'il arrive, elle m'aimera quand même. C'est beau. Et selon vous, quelle est la différence entre une amitié ordinaire et le fait d'être meilleurs amis? Il y a peut-être d'abord le facteur temps, et puis une proximité telle qu'on peut montrer à l'autre ses côtés les plus détestables. Et peut-être aussi le sentiment que dans cette amitié, on n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Au bout de 29 ans, chacune sait ce dont l'autre est capable. L'image qu'on a de l'autre est plus complexe, plus globale, et on n'éprouve aucun besoin de se juger l'une l'autre. Aristote distingue l'amitié superficielle, nouée par intérêt, de la véritable ou bonne amitié dans laquelle c'est toi en tant que personne qui compte. Et la troisième forme d'amitié est celle de l'agrément. On apprécie la compagnie de l'autre pour pratiquer nos activités préférées. Mais si la personne n'est pas là, on va y aller avec quelqu'un d'autre et ça pourra être sympa quand même. Je crois que c'est une question qui reste à ce jour sans réponse. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 3 vrais grands potes à la vie et à la mort? Ou est-ce plus important pour une personne de bien s'entendre avec tout le monde? De par son métier, Robin est obligé de s'entendre avec une foule de gens. Et il joue dans beaucoup de formations. Quand on est aussi entouré, on a parfois besoin de s'aérer la tête pour recharger ses batteries. De prendre du temps pour soi, afin d'être un bon ami pour soi-même. Voilà pourquoi Robin aime aller au bord d'un lac et jouer de la contrebasse sous son arbre préféré. Et aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai le droit de lui tenir compagnie. Robin, c'est bucolique ici.
Je suis contente de te voir. Et ce coin est vraiment joli. On cherche toujours quelque chose de familier. Moi, j'ai grandi en Ontario et près de chez nous, il y avait une réserve naturelle. J'aimais beaucoup y aller. Mais tu es originaire de Croatie? Oui, je suis né en Croatie. J'ai grandi au Canada et ensuite, c'est à Berlin que j'ai... Atterri et mûri. Mûri? Comme le vin. Tu n'as pas vieilli, tu t'es bonifié. Je l'espère en tout cas. Et j'ai vécu en Libye, dans le désert, quand mon père travaillait pour une compagnie pétrolière. Puis j'ai enseigné l'anglais en Chine pendant 2 ans, au milieu des années 80. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps en Toscane quand mes parents ont pris leur retraite. Oui, j'ai vu du pays. Est-ce que l'amitié est différente d'un pays à l'autre? Non, pas vraiment. Ce qui me chagrine, c'est de ne pas avoir pu conserver les amis que je me suis faits. À 60 ans, j'ai perdu le contact avec beaucoup de bons copains. Des gens qui seraient devenus des proches si je n'avais pas été un globe-trotter. J'ai une tante croate qui vit en Allemagne. Elle m'a raconté un conte de fées local dans lequel un homme quitte son village et son chien. Il revient 17 ans plus tard et le chien se souvient de son maître. Et elle m'a dit, fais attention, dans ce pays, les gens attachent beaucoup d'importance à la loyauté, à la fidélité et aux amitiés de longue durée. Comment fait-on durer une amitié? C'est une vaste question. Je crois que fondamentalement, j'aime les gens et je suis quelqu'un de très amical. Mais avec le recul, je n'ai peut-être pas pris suffisamment la peine de nouer des amitiés profondes. J'ai des centaines de camarades. Je n'ai pas le temps de faire le tour du lac avec chacun d'eux, ce serait bien trop long. Mais peut-être en groupe, pour des fêtes, des rassemblements, des sessions. C'est pour ça que je fais des jams. J'aime beaucoup quand des amis à moi rencontrent d'autres copains. Moi aussi, j'adore ça. Ça renforce le réseau. Je vois l'amitié comme un phénomène de groupe. Il y a certains de mes amis que je ne vois qu'avec d'autres, jamais seuls. D'ailleurs, on surestime peut-être un peu les tête-à-tête. Aucun ami ne peut satisfaire à lui seul nos besoins sociaux. On va faire du jogging avec l'un, la fête avec l'autre, et on a de grandes discussions avec un troisième. Et quand on a des amitiés parallèles, comme ça, on parle de segmentation des relations amicales. L'amitié existe dans le règne animal, dans la nature. On a montré que chez les macaques de Barbarie, dans l'Atlas, les mâles nouent des relations amicales. Et il est intéressant de voir que ceux qui ont ce type de relations sont moins stressés, par exemple en cas de bagarre dans le clan, mais aussi dans les périodes difficiles, comme en hiver. Avoir un ami est quelque chose de très positif. Est-ce que l'amitié change de nature au cours de l'existence? Elle s'exprime différemment ou sous d'autres formes? Pour moi, maintenant, oui. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour bâtir des amitiés. En revanche, je suis devenu très rapide, non pas dans la construction des liens, mais dans la capacité à reconnaître ma famille, au sens d'une famille choisie. Comment devient-on membre de ta famille de cœur? C'est complètement intuitif. C'est mon corps qui le devine. C'est vrai? Oui. C'est un ressenti que tu as peut-être aussi. On a la sensation d'être en sécurité avec une personne, de façon très animale, à la manière des mammifères. C'est quelque chose dans le regard, dans la sonorité de la voix. Ce qui rejoint complètement la musique d'ailleurs. Quand j'entends la tonalité de quelqu'un, son phrasé, son rythme, et quand à un niveau très fondamental, je ne me sens pas menacé, mais bienvenu, là, je sais que j'ai trouvé un ami. C'est un concept qu'on appelle en psychologie la sélectivité socio-émotionnelle. Au cours de la vie, on devient plus sélectif et peut-être aussi plus compétent dans le domaine social et émotionnel. On évalue plus facilement les personnes qui nous font du bien. C'est l'art de bien vieillir, quand tout se passe bien. On a observé que le comportement social des chimpanzés évolue avec l'âge. Ils vont avoir tendance à se
concentrer sur un cercle plus restreint d'individus et à privilégier les relations avec des proches au lieu de papillonner au sein du groupe. Ce phénomène correspond à ce qu'on voit également chez les humains. Les auteurs de l'étude ont été surpris. Quand ils s'attachent à consolider les liens avec leurs plus proches amis, c'est comme si les chimpanzés prévoyaient leur mort à venir à plus ou moins long terme, de la même manière que les humains. Au cours d'une vie, de nombreuses amitiés vont mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, ça se passe sans bruit, en silence, souvent parce qu'on a bien d'autres choses à faire. À la différence d'une relation de couple, en amitié, il est rare de voir de grandes ruptures suivies d'une séparation officielle. Mais dans toute relation amicale, il y a toujours des périodes critiques. Un tel qui ne se manifeste plus depuis qu'il est en couple, tel autre qui n'a plus le temps de me voir parce qu'il a des enfants. Et l'autre jour, j'ai oublié de souhaiter un anniversaire. Comment faire pour entretenir l'amitié de sorte qu'elle survive au stress de la vie quotidienne ? La vie est complexe. On ne peut pas toujours être heureux, et le malheur fait lui aussi partie de l'existence. Il en va de même pour les conflits. On ne peut pas les éviter dans nos relations sociales. Je n'ai jamais rencontré d'amis qui s'accordent sur tous les sujets. La perfection n'existe pas dans ce domaine. Il y a toujours de petites différences et c'est précisément ce qui fait l'intérêt de l'amitié. L'étude des partenariats amoureux est très instructive. Quand on voit naître un cercle vicieux avec une inflation de remarques négatives qui l'emporte sur les positives, on sait que la rupture est proche. À l'inverse, quand les conflits sont gérés en bonne intelligence, c'est un indicateur de la solidité et de la durabilité de la relation. Et je dirais qu'on peut aisément transposer ce schéma à l'amitié. Vous pensez qu'il faut être capable d'avoir de bonnes disputes pour être heureux en amitié ? Je dirais oui, absolument. Je pense que notre amitié a gagné en profondeur à partir du moment où on a appris à se disputer. Je suis partie faire des études à Hildesheim, donc on n'était plus en colocation. À cette époque, je me suis vraiment politisée. J'ai rencontré tout un nouveau cercle d'amis. Ensuite, j'ai réemménagé avec Kimia et je me suis aperçue que mon regard sur notre amitié avait complètement changé. Je me suis mise en retrait de notre relation, mais sans vraiment le lui dire. Et ça a débouché sur une mésentente. On a failli ne plus pouvoir et ne plus vouloir vivre ensemble. On en est arrivé à un point critique. Et j'ai voulu prendre mon courage à deux mains pour dire à Raquel que notre cohabitation ne pouvait plus continuer comme ça. Je suis allée la voir dans sa chambre. J'avais prévu de lui parler de façon très posée et en fait, j'ai explosé en sanglots. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, tout à coup, on a pu renouer un lien affectif. C'est Kimia qui a fait le premier pas, en disant « il faut qu'on travaille sur la façon de gérer nos conflits ». Et on s'est aperçu que les disputes n'avaient rien de négatif en soi. C'est normal d'avoir des opinions différentes ou de ne pas en être au même point de notre réflexion. Le mieux est de l'accepter et d'apprendre l'une de l'autre. Quand on s'engage vis-à-vis d'une autre personne, que ce soit en amour ou en amitié, on se rend vulnérable. Et comme l'autre n'est pas un saint ou une sainte, on sera nécessairement blessé. Et pourtant, on reste dans cette relation pour grandir et pour guérir avec elle. On ne la rompt pas pour autant, sinon on répéterait éternellement les mêmes tours de manège. Il y a un texte taoïste d'un philosophe chinois appelé Chuang-Tzu. Dans ce livre, il se dispute constamment avec un homme appelé Huishi. Chuang-Tzu dit par exemple « Ces poissons ont l'air heureux ». Et Huishi répond « Tu n'en sais rien, tu n'es pas un poisson ». Et là, Chuang-Tzu enchaîne « Tu n'es pas moi, comment sais-tu alors ce que je pense vraiment de ce poisson ?» Ils ont toujours des discussions de ce genre. J'ai toujours cru que Chuang-Tzu était le vainqueur de ces joutes. Et puis j'ai lu une nouvelle analyse de ce livre qui tenait compte du contexte historique. Et apparemment, ces deux hommes étaient très bons amis. Ils s'entendaient à merveille. Et ils adoraient se disputer de cette manière. Ça a changé ma vision du livre. Le vrai sujet, ce n'était pas de savoir qui avait raison, mais bien la beauté de cette amitié. Je crois que c'est aussi à cela que sert l'amitié. Le fait de savoir supporter l'altérité, quelqu'un de différent qui n'est pas soi. Mais
uniquement dans une certaine mesure. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on cherche chez un ami, ou dans l'amitié en général, c'est le partage, les choses qu'on a en commun. Par le biais de la musique, tu as énormément voyagé, tu es allé partout. Est-ce que tu as tout de même un meilleur ami ou une meilleure amie? Quelqu'un avec qui tu restes en contact? J'ai une meilleure amie, c'est ma femme. Ça compte? Oui. On s'est rencontrés il y a 20 ans. Elle est venue à une jam et a magnifiquement chanté. Et nos promenades ensemble sont devenues de plus en plus longues. Nous avons beaucoup d'amis communs, ce qui est un grand avantage, je pense. Ce qui rend heureux, ce sont les biens intrinsèques, comme l'amitié et les relations solides. Mais pour autant, le but de l'existence n'est pas le bonheur en soi. C'est d'avoir la plus grande variété possible de biens intrinsèques, comme des proches qui nous aiment, des satisfactions intellectuelles, du plaisir. Tout cela mis ensemble constitue une vie heureuse.